parler de la façon dont la corruption des mineurs à travers le monde est aujourd'hui organisée par l'Organisation des Nations Unies. C'est l'ONU, à l'heure actuelle, qui diffuse toute cette horreur que nous a largement décrite Judith, et largement, je veux dire, on pourrait en dire beaucoup plus, mais qu'elle nous a si brillamment décrite. Voilà. Figurez-vous qu'en novembre 2006, ça n'est pas très vieux, a eu lieu en Indonésie une réunion de 26, autoproclamés brillants experts, c'est leur rapport qu'il dit, des brillants experts en droits humains, ils se sont réunis à Yogyakarta. Une ville, au début, je croyais que c'était Jakarta, c'est Yogyakarta. Et les principes qui ont été publiés à l'issue de cette réunion de sexperts, comme dirait notre amie Judith, il y a les experts et les sexperts, ces principes disent que ils doivent être élaborés pour l'application du droit international en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. C'est-à-dire que l'ONU va se faire le relais d'une réunion de sexperts qui veulent appliquer les droits de l'homme, les droits humains, à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui ne doivent pas être à l'origine de discrimination ou d'abus. Ces principes ont été adoptés à l'unanimité. Que dit cette réunion à propos de ce qu'est l'orientation sexuelle? L'orientation sexuelle, disent-ils, fait référence à la capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, du même sexe ou de plus d'un sexe. Si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ce sont des experts, ils savent. L'identité de genre fait référence à l'expérience intime et personnelle de son genre, profondément vécue par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si elle est consentie librement, une modification de l'apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres. Dès le préambule, cette conférence nous raconte que le ressenti des personnes peut être matière de droit, qu'on peut être autre chose que homme ou femme, puisqu'il y a éventuellement d'autres sexes que masculin ou féminin, et que l'identité de genre peut se différencier du sexe acquis à la naissance et peut être matière de droit. Et que l'opération chirurgicale lourde, qui permet à ceux qu'on appelle les transsexuels de changer d'apparence et pas d'autre chose, personne n'a jamais changé de sexe, doit être reconnue comme un droit. On part du préalable que les personnes sont discriminées en fonction de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Alors je vous signale que personne n'a donné de source à cette assertion. C'est une assertion qui sert de préambule et que personne ne peut vérifier. C'est un prérequis. Or, on n'a pas à savoir publiquement comment quelqu'un se sent, ni quelle est son orientation sexuelle. Ça n'a pas à entrer dans le domaine public. Nous pouvons tous constater qu'il y a des gens qui sont attirés par des personnes du sexe opposé ou par des personnes du même sexe. Ça regarde qui? Ça n'a pas à entrer dans la sphère publique. Or, ces principes de Yogyakarta vont les faire entrer dans la sphère publique par le droit. Il faut lutter, disent-ils, contre les violations des droits humains. Mais oui, d'accord, mais pourquoi spécifiquement en la matière pour ce qui concerne les droits sexuels? Ils disent « Ces violations du droit humain consistent en des assassinats extrajudiciaires, des tortures et des mauvais traitements, des agressions sexuelles et des viols, des intrusions dans la vie privée, des détentions arbitraires, des refus d'opportunités d'emploi et d'éducation et de graves discriminations empêchant la jouissance d'autres droits humains. » C'est-à-dire que les personnes qui ont un sexe ou un genre ou une orientation sexuelle différente souffrent de toutes ces horreurs que je viens de vous décrire. Maintenant, la question doit être posée de savoir qui peut subir des assassinats extrajudiciaires, des tortures, des mauvais traitements, des agressions, des viols. Personne. Pourquoi le spécifier? On n'y a pas besoin de droits spéciaux pour ça. La règle commune doit s'appliquer à tout le monde et pas spécialement aux homosexuels ou aux transgenres. Il est dit plus loin, nombreux sont les États et les sociétés qui imposent aux individus des normes en matière de genre et d'orientation sexuelle, par l'entremise de coutumes, de lois et de violences, et qui cherchent à contrôler la façon dont ces individus vivent leurs relations personnelles et s'identifient eux-mêmes. Eh bien oui,
La société reconnaît que la sexualité est faite de la rencontre d'un homme et d'une femme et qu'on a le sexe que la nature nous a donné. Si certains ressentent les choses différemment, c'est leur affaire individuelle. Ça ne regarde pas le groupe. La loi, c'est chaque pays qui la décide. La coutume, c'est ce que la sagesse a transmis. Et la violence est inadmissible en toute hypothèse. On n'a pas besoin de la déclaration de Jogjakarta pour ça. Les normes énoncées, disent-ils, doivent devenir contraignantes pour les États. C'est ce que l'ONU nous prépare. Les experts observent que la législation internationale des droits humains soutient que toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, peuvent se prévaloir de la pleine jouissance de tous les droits humains et que, accrochez-vous, dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et que l'enfant capable de discernement a le droit d'exprimer librement ses opinions étant dûment prises en considération en égard à son âge et à son degré de maturité. C'est ici l'introduction d'un droit pour les enfants de parler de leur orientation sexuelle ou de leur genre. En fonction de leur âge, disent-ils, d'accord, mais lequel? Ça, ils ne le disent pas. Ce sera à l'appréciation des États, des éducateurs, des policiers, des juges, de qui? Si c'était à l'appréciation de vous, parents, nous n'avons pas besoin d'eux pour ça. Ils préparent des lois. Les experts prennent note que le respect des droits sexuels, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre fait partie intégrante de la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors moi, je vais vous dire une chose, la notion d'égalité et de droit sexuel est délirante. Je n'ai jamais désiré être l'égal d'un homme qui n'a pas à désirer être mon égal. Il y a l'égalité des droits qui doit être garantie à tous en toute hypothèse, mais l'égalité entre les hommes et les femmes est quelque chose que je n'ai jamais désiré et que je ne désire surtout pas voir. Vive la différence et la complémentarité, chers amis. Les États doivent prendre des mesures pour parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières fondées sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. De quel droit décide-t-on qu'une coutume doit être éradiquée? Qui décide de ce qui est considéré comme inférieur ou supérieur? Qui a dit ça? En quoi les rôles attribués aux hommes ou aux femmes relèvent-ils de stéréotypes et pas de la sagesse ou de la tradition ou de la culture ou de la religion ou de la civilisation? Ces gens veulent tout renverser. Ce préambule entend énoncer de nouvelles normes sans aucun droit ni titre. L'attirance ressentie par une personne pour une autre personne ne regarde pas la loi. Quelques horreurs tirées de ce document épouvantable qui est absolument disponible sur la toile. Principe de Jogjakarta, vous pourrez le trouver en toutes les langues. Écoutez bien. Dans le cadre de la protection contre les abus médicaux, c'est bien de reconnaître qu'il existe des abus médicaux. Écoutez bien, les États devront garantir qu'aucun enfant ne voit son corps irréversiblement altéré par des pratiques médicales visant à lui imposer une identité de genre sans le consentement total, libre et averti de l'enfant, conformément à son âge et à sa maturité, et suivant le principe selon lequel, dans toutes les situations impliquant des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. On est en train d'expliquer ici que si un enfant est d'accord, on peut l'opérer pour lui faire changer d'apparence sexuelle. C'est ça que ça veut dire. Et on ne dit pas à quel âge. Les principes de Jogjakarta préparent la promotion de l'homosexualité et de l'inversion sous toutes ses formes, y compris de la manière chirurgicale irréversible que représentent les opérations transgenres. Et il les ouvre aux enfants, si les enfants sont d'accord. En 2008, l'ONU a promu un autre document édité par la Fédération internationale du planning familial, l'IPPF.
L'IPPF s'est servi grandement des principes de Yogyakarta pour publier ce qu'ils ont publié, mais leur publication dépasse largement le cadre de ce qu'a raconté Yogyakarta. Ils disent, cette déclaration des droits sexuels, alors les droits sexuels, est-ce que vous imaginez une aberration pareille? Alors, en 2 mots, il n'y a pas de sexe sans sexe opposé et il n'y a pas de rapport sexuel sans l'autre. Donc avoir des droits sexuels, c'est avoir des droits sur l'autre. C'est contraire à la notion même de droit. C'est une aberration. Ils disent dans leur préambule, il faut préserver le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. La deuxième partie de la proposition, ça s'appelle le transhumanisme. On va fabriquer des bébés dans des éprouvettes et des utérus artificiels. Et la première partie de la proposition, c'est le sexe n'a plus rien à voir avec la transmission de la vie. À quel titre ont-ils décidé ça? Qui leur a donné autorité pour décider une chose pareille? Et la conséquence de cette folie, c'est qu'ils en font un droit qui va introduire un juge et un policier dans la vie intime des gens. Sinon, ce n'est pas un droit. Tout en accordant, disent-ils, une attention toute particulière à ceux auxquels, dans le passé comme dans le présent, ce droit a été nié. Bien évidemment, on introduit la GPA, la PMA, toutes les déviances et les droits, ce qu'ils appellent les droits des homosexuels, ce qui est également une aberration. Le droit est le même pour tous. Il n'y a pas à avoir des droits de ceci et de cela. C'est quoi la GPA? La GPA, c'est la gestation pour autrui. Ah oui, alors, excusez-moi, je ne suis pas en France, je suis un continent américain. La GPA, c'est les enfants fabriqués dans un utérus mercenaire. C'est le marché de l'enfant. Voilà. Donc, je rappelle parce que c'est dramatique, mais il faut le rappeler, il n'y a que 2 sexes, il n'y en a pas 3. Sexe, ça vient du latin, secus, ça veut dire couper. Ça peut être mâle ou femelle, et pas autre chose. Comme il ne peut pas y avoir de relation sexuelle sans partenaire, pour faire valoir ses droits sexuels, il faut faire valoir ses droits sur autrui. Toute civilisation a édicté des normes et des règles qui s'opposent à ces prétendus droits. Je reprends. Toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle, ce qui implique l'opportunité pour chacun d'exercer le contrôle et de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, comme si ce n'était pas déjà le cas aujourd'hui. Est-ce que vous demandez l'autorisation à quelqu'un pour aller faire ce que vous voulez avec quelqu'un qui est d'accord, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, ça c'est une notion qu'il faudrait développer, et ce dans un contexte non discriminatoire, attendez-vous au pire, et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. L'enfant est inclus dans ses droits sexuels, tout le monde a le droit d'eux, y compris les enfants, mais en fonction de leur capacité évolutive non déterminée. L'âge des enfants n'est pas déterminé. Mais qui dit enfant ne dit pas adolescent, donc dit prépubère. Il s'agit donc d'enfants prépubères à qui on va donner des droits sexuels. Je reprends, nul ne fera l'objet de lois qui criminalisent arbitrairement les relations ou les pratiques sexuelles consenties. Consenties à quel âge? Ça n'est dit nulle part. Ni ne fera l'objet d'arrestation ou de détention fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, le genre ou les pratiques ou les conduites sexuelles consenties. Consenties à quel âge? Ça n'est dit nulle part, on édicte des règles et sans aucune limite. On laisse entendre qu'il pourrait y avoir des limites et on ne les fixe pas. Toute personne a la liberté de chercher, recevoir et répandre des informations et idées en matière d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de sexualité par tout moyen d'expression légale,
sans considération de frontières, dans un contexte non discriminatoire et le respect des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Je vous le résume, c'est le droit au porno pour tous. La pornographie est devenue un droit. Enfin, est devenue, si ces recommandations de l'IPPF sont reconnues dans la loi, mais de toute façon, qu'elles le soient reconnues dans la loi ou pas, elles sont, à l'heure actuelle, appliquées. Toute personne a droit à une éducation promouvant le développement des jeunes en tant qu'acteurs informés à même d'assumer la responsabilité de leur vie et de participer à la détermination des politiques de santé sexuelle et d'éducation à la sexualité. C'est ça le sexe à l'école. Et c'est le droit au sexe pour les jeunes sans la tutelle de leurs parents. Les jeunes doivent devenir des acteurs informés à même d'assumer la responsabilité de leur vie. On passe par-dessus l'autorité des parents et on élimine l'autorité des parents en faisant pour les enfants un droit de décider pour eux-mêmes tout ce qui va toucher à leur sexualité. Toute personne, disent-ils, a le droit d'avoir ou non des enfants biologiques ou adoptifs. Qu'est-ce que c'est le droit d'avoir des enfants adoptifs si ce n'est le droit d'avoir des droits sur les enfants des autres? Le droit d'adopter vous donne un droit sur les enfants que vous n'avez pas fait, c'est-à-dire des enfants qui ont été faits par quelqu'un d'autre. À quel titre? Dans quelles conditions? Un droit sur les enfants des autres. Toute personne a le droit de s'engager librement avec son plein consentement dans le mariage ou dans toute autre modalité de couple civil disponible, suivez mon regard, dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. Les enfants auraient donc le droit de se marier. Mais on va changer l'essence même du mariage, qui est l'échange de consentement d'adultes. Le mariage représente un échange de consentement adulte. Et on va l'ouvrir à des enfants. Toute personne a droit aux conseils et services relatifs à la reproduction, l'infécondité et l'interruption de grossesse, indépendamment de sa situation familiale, s'inscrivant dans un contexte non discriminatoire et tenant compte des capacités évolutives de l'enfant. Les enfants ont droit aux services relatifs à la reproduction et à l'avortement. Les enfants, je signale, les prépubères. Ne croyez pas que c'est un glissement de langage qui fait dire les enfants qui impliquerait les adolescents. Le document de l'IPPF fait parfaitement la différence entre les enfants et les adolescents. Là, on parle des enfants, donc des prépubères. Toute personne doit avoir accès à l'information et à l'aide nécessaire à la recherche et à l'obtention de réparation pour violation de ses droits sexuels. Un procès contre papa ou maman qui m'a interdit de coucher avec qui je voulais, par exemple. C'est ça la réparation, non? Toute personne a droit de demander des comptes aux acteurs non gouvernementaux dont les actions ou les omissions ont un impact sur la jouissance de ses droits sexuels. Suivez mon regard. Alors là, les écoles catholiques, préparez-vous. Les attaques vont être sérieuses. Ceci implique la possibilité de rechercher réparation pour toute violation de ses droits sexuels. On aura donc le droit de faire un procès à son papa ou à son curé qui vous aura sérieusement conseillé de ne pas aller coucher avec le premier venu. Oui ou non? En 2010, l'UNESCO c'est toujours l'ONU, mais c'est l'ONU version éducation et culture. L'UNESCO publie les principes directeurs sur l'éducation sexuelle destinés à tous les professionnels de l'enseignement. C'est là que vous, parents, vous n'êtes plus concernés. On va s'adresser directement aux enseignants qui, par bonheur, sont quelquefois également des parents, heureusement. C'est comme ça qu'on peut savoir à peu près ce qui se passe. Mais ce ne sont plus les parents, là, qui sont concernés. C'est véritablement les éducateurs. Il est dit dans ce document, disponible également comme les autres sur la toile, il faudra inculquer aux enfants entre 5 et 8 ans la chose suivante: l'individu a le droit de prendre ses propres décisions. On va donc inculquer à des enfants à partir de 5 ans qu'ils ont le droit de décider contre l'avis de leurs parents. C'est ça que ça implique et pas autre chose.
Les parents et les autres membres de la famille guident et orientent leurs enfants dans leurs décisions. Les parents ne sont donc plus ceux qui décident, mais ceux qui conseillent, puisque l'enfant va décider pour lui-même. Les parents sont donc relégués au rôle de vagues conseillers occasionnels. On ira les chercher quand on aura besoin d'eux. Et ils ajoutent, des adultes de confiance peuvent être des sources d'aide et de soutien. C'est qui des adultes d'aide et de confiance? Quelle garantie a-t-on qu'un adulte de confiance ne soit pas également un suborneur, un violeur? Quelle garantie aura-t-on? Ce sera l'enfant qui choisira, puisqu'il aura capacité de choisir pour lui-même. C'est bien ça qui est dit. Et maintenant, ce document définit ce qu'est un abus sexuel. Accrochez-vous. On va enseigner aux enfants, et là nous parlons d'enfants entre 5 et 8 ans, qu'il existe des pratiques positives et des pratiques néfastes qui ont une incidence sur la santé et le bien-être de la société. Des attouchements incorrects et des relations sexuelles non désirées et imposées, comme le viol, sont des formes d'abus sexuels. Il existe donc des attouchements corrects et des relations sexuelles désirées et non imposées, sinon on ne le dirait pas. On introduit ici l'idée que si l'enfant est d'accord, il n'y aura pas d'abus. On parle à des enfants entre 5 et 8 ans. Toute personne, sans considération de son état de santé, de sa religion, de son origine, de sa race ou de sa situation matrimoniale, peut élever un enfant et lui donner l'amour auquel il a droit. L'enfant a droit à de l'amour, d'accord? Droit, policier, juge, laissons tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne peut élever un enfant, le sien ou celui des autres? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau droit qui va s'appliquer à la possibilité d'élever un enfant? On ouvre ici le droit à l'adoption, qui est une abomination en préparation qui peut avoir lieu dans des conditions épouvantables. C'est un droit spécifié sur les enfants des autres qui est immédiatement spécifié par « il existe des personnes qui ne sont pas capables d'élever un enfant ». Donc tout le monde peut, sauf ceux qui ne peuvent pas. Et pour information, l'information a circulé en France. En Angleterre, au nom de la protection de l'enfance, on arrache des enfants pauvres des bras de leur mère à la naissance à titre préventif au nom de la Charte des droits de l'enfant, le Children Act de 1989. Ces enfants sont réputés, comme la famille est pauvre, être en instance de maltraitance, on les enlève à leur mère pour délit de pauvreté. Il s'ouvre donc un marché de l'enfant de femmes pauvres disponible pour l'adoption. Donc toutes les femmes ne peuvent pas élever un enfant, mais toute personne potentiellement peut élever, a le droit d'élever l'enfant des autres. Laurence Rossignol, ministre français des Affaires familiales, a dit en avril 2013 « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Ils appartiennent à qui? Voilà, à la République, on dit. Et je rajoute à la gueuse. En Suède, on enlève des enfants à l'aide de la police qui encadre des services sociaux à des parents qui ont menacé leurs enfants de leur donner la fessée s'ils continuent de faire un caprice. Un enfant dans une cour de récréation raconte que sa maman lui a dit « si tu continues, je te donne la fessée ». Le soir même, cet enfant est arraché à sa famille par les services sociaux et la police. On appelle ça le droit des enfants. Le droit des enfants, c'est la fin de la protection des enfants au nom de la protection des enfants. Maintenant, voyons ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, autre agence des Nations Unies qui s'occupe cette fois-ci de notre santé. L'Organisation mondiale de la santé a publié en 2010, nous rapprochons d'aujourd'hui, les standards pour l'éducation sexuelle. Voilà, les standards pour l'éducation sexuelle, quelles vont être les normes, les règles appliquées en matière d'éducation sexuelle. Alors,
ce que je ne vous ai pas dit quand je vous ai parlé des droits sexuels de l'IPPF, c'est que l'éducation sexuelle fait partie de tous ces droits sexuels. On a droit à l'éducation, l'éducation, l'éducation. Donc maintenant, l'Organisation mondiale de la santé va nous donner, va nous expliquer ce que sont ces standards. Alors, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, je vais juste vous soutirer un tout petit extrait avec un préalable. Le préalable est le leur. Ils disent « La psychologie, et plus spécialement la psychologie du développement, montre que les enfants naissent sexués. » Merci, Monsieur Kinsey. Merci, Judith, de nous l'avoir montré. Il est évident que la seule source de cette assertion, c'est Alfred Kinsey. Et c'est repris par l'Organisation mondiale de la santé qui va nous abreuver d'éducation sexuelle selon ces critères-là. L'éducation sexuelle, disent-ils, commence dès la naissance. Encore une fois, merci Judith. En quel honneur ça commence à la naissance? Surtout en quelle langue éduque-t-on des enfants dès la naissance? Avec les mains ou avec autre chose? L'éducation sexuelle, disent-ils, est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. Pour la science, c'est Kinsey et rien d'autre. Je n'y reviendrai pas. L'objectif de l'éducation sexuelle est de favoriser le respect de la diversité sexuelle et des différences entre les sexes, ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. Tout ça, c'est de l'idéologie. La diversité sexuelle, c'est l'introduction de l'homosexualité comme une norme dont nous a parlé Judith et qui a été préparée par les principes de Yogyakarta. Or, l'homosexualité concerne moins de 5% de la population et on va l'asséner à 95% qui ne sont pas concernés. La différence entre les sexes n'a pas besoin d'être enseignée à l'école. Et les rôles socialement associés au genre sont de l'idéologie, c'est l'idéologie du genre. Aucune caution scientifique de quelque sorte n'étaye cette théorie du genre. Aucune. C'est de l'idéologie à 100%. Il n'y a aucune caution scientifique à apporter à ces élucubrations. Ils disent qu'entre 4 et 6 ans, et alors là je vais m'arrêter là et je vais passer à autre chose, entre 4 et 6 ans, on va apprendre et renseigner l'enfant sur la reproduction humaine. À 4 ans, c'est le moment, n'est-ce pas? La consolidation de son identité sexuelle. On va consolider l'identité sexuelle d'un gamin ou d'une gamine de 4 ans. On va lui apprendre la masturbation et le plaisir et la satisfaction de se toucher. Ne riez pas, ça se fait. Il y a des instituteurs qui maintenant pelottent les gosses en classe. Les différentes conceptions de la famille, c'est quoi les différentes conceptions de la famille? La famille, c'est papa, maman et la progéniture. Tout le reste n'est qu'idéologie. On va les renseigner sur les abus. Certaines personnes, disent-ils, peuvent s'avérer violentes. Ah bon? Donc les abus, c'est la violence. Donc quand il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus. On introduit ici l'idée du consentement. Les relations entre les personnes du même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. On va apprendre à des enfants de 4 ans qu'il y a des homosexuels. Vous vous imaginez raconter ça à votre gamin? Et la conscience de pouvoir choisir avec cette notion qui est traduite dans toutes les langues, mon corps m'appartient. On va dire à des petits pitchouns de 4 ans, mon chéri, ton corps t'appartient. Tu en fais ce que tu veux et tu as le droit de dire non. Donc, tu as le droit de dire oui. Sinon, le droit de dire non n'existe pas. Et on va inculquer à ces bambins le respect des différentes normes en matière de sexualité à 5 ans. Voilà ce que nous propose l'Organisation mondiale de la santé. Il ne s'agit plus ici d'éducation sexuelle en tant que telle, mais de préservation de la santé publique. Et c'est ça qui va être utilisé pour préserver la santé. Vous avez tous entendu que les minorités sexuelles sont réputées persécutées. Tout le monde sait, tout le monde a entendu dire à un moment ou à un autre que les homosexuels ont toujours été persécutés. Et il y a des gens pour le faire accroire.
Il y a eu en France récemment, c'était en 2014, donc ça fait à peine 3 ans, 2 ans et demi, un mensonge historique qui a été perpétré par la mairie de Paris. Madame le maire, Anne Hidalgo, a inauguré sur un mur de Paris une plaque en pierre, peut-être en marbre, qui disait « Bruno Lenoir et Jean Diot ont été brûlés vifs publiquement le 7 juillet 1750 à 17 h pour leur seul crime d'homosexualité. Il s'agit du dernier couple exécuté en France pour cette raison. » C'est-à-dire qu'au titre de la mémoire, Madame le maire de Paris inaugure une plaque pour glorifier le martyre de 2 homosexuels brûlés vifs il y a 250 ans en raison et uniquement de leur homosexualité. Alors moi, qui connais l'histoire, et très particulièrement l'histoire du XVIIIe siècle, et tout encore plus précisément ce qui s'est passé cette année 1750, je peux vous dire que Diot et Lenoir n'ont pas été brûlés vifs pour leur homosexualité, mais brûlés morts après avoir étranglé et avoir été convaincus de s'être sodomisés en pleine rue. Et que s'ils n'avaient pas été homosexuels, mais qu'ils avaient été hommes et femmes, le tarif aurait été le même. Le tarif aurait été le même. Et que la société d'Ancien Régime pourchassait non pas la sodomie en tant que pratique intime que personne n'avait à connaître, mais en tant que pratique publique. C'est tout. En 1726, un certain Benjamin d'Échauffour, alors je remonte un petit peu dans l'histoire, a également été brûlé. Et un homosexuel de renom, académicien, écrivain, auteur reconnu qui est décédé maintenant, a écrit en 1978. Ce monsieur s'appelait Dominique Fernandez, et comme j'ai travaillé dans l'édition comme secrétaire, je l'ai rencontré. J'ai croisé ce monsieur tout à fait délicieux, et qui a écrit « Une chaîne ininterrompue nous unit à Étienne Benjamin d'Échauffour qu'on brûla à vif sur la place de Grève et dont les cendres furent dispersées au vent pendant que ses biens étaient acquis au roi. » C'est-à-dire que d'Échauffour, pour un militant de la cause homosexuelle en 1978, était également un martyr qu'on a indignement brûlé vif en raison de son homosexualité. C'est ça, la persécution qu'ont subie les homosexuels sous l'Ancien Régime. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que je sais de Benjamin d'Échauffour, puisque j'ai lu son procès. Il n'a pas été brûlé vif, mais mort également, ce qui n'est quand même pas le même tarif. Brûler vif quelqu'un ou brûler son cadavre, ça n'est pas pareil. Il a donc été étranglé, et l'étranglement par un bourreau sur le bûcher avant qu'on l'allume, j'aime autant vous dire que c'était vite fait, bien fait. C'était quick, et en une fraction de seconde, le condamné passait de vie à trépas. C'est donc également son corps mort qu'on a brûlé, et pas lui. Eh bien, ce Benjamin d'Échauffour était coupable de sodomie sur enfant enlevé. Et il faisait commerce de sodomie avec meurtre et mutilation. C'était un pédocriminel de réseau. C'était certainement pas une victime. Il n'y a pas eu de victime Benjamin d'Échauffour, mais un criminel, pédocriminel, abominable, abominable. Et j'ai lu les témoignages de parents dont il a enlevé les enfants. C'est insoutenable. L'historien Maurice Levert a écrit sur la police des mœurs et les procès faits aux homosexuels, précisément sur la période. Il dit que sur 650 000 habitants qu'avait Paris, il y avait 25 000 sodomites. Ils étaient surveillés au même titre que les prostituées pour leurs activités de drague et pas pour ce qu'ils faisaient à domicile. Ils devenaient tous des indicateurs de police et aucune recherche privée n'était faite et aucun type de harcèlement n'était fait. Il s'agissait du domaine public, le domaine sur lequel la police avait juridiction. La sodomie de groupe et publique était bien évidemment réprimée et sévèrement, comme on vous le dit, et il n'y a eu dans tout le siècle que 7 exécutions de sodomites sur la place publique, dont 2 seules l'ont été pour sodomie entre adultes consentants, c'était Diot et Lenoir. Dans tous les autres cas, il y avait viol, abus ou détournement de mineurs. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur... Enfin, c'est pas tout ce qu'il faut savoir, mais c'est ce qui est important de savoir sur la façon dont les homosexuels auraient été harcelés, pourchassés et martyrisés sous l'Ancien Régime. Voilà. Maintenant, il y a également un autre argument utilisé
abondamment pour justifier la promotion de l'homosexualité telle que nous l'avons vu. C'est le taux de suicide dramatique dont seraient victimes les homosexuels. Je voudrais vous dire que l'inénarrable Madame Belkacem, jusqu'à il y a peu de temps ministre de l'Éducation nationale, en visite dans un collège en 2012, a dit à des enfants, à des adolescents qui n'en croyaient pas leurs oreilles, c'est la même chose d'être hétérosexuel et homosexuel, il n'y a pas une situation entre les deux qui soit anormale. 2 ans plus tard, le ministre de l'Éducation, devenu ministre de l'Éducation, elle écrit « La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. » La priorité, c'est plus d'apprendre à lire et à écrire, c'est à lutter contre l'homophobie. Je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, dès lors que la qualité et la valeur ajoutée pédagogique de leur action peuvent être établies. Établies par qui? Établies par qui? Pas par les parents. Une émission de télévision de grande écoute nous dit au journal de 20h, chaque année, 30% des homosexuels de 16 à 25 ans essayent de se suicider. Un homosexuel sur 3 tente de se suicider en France. Vous imaginez l'horreur. Il faut donc faire quelque chose, tout le monde sur le pont. Sur le site du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, là je vous parle de la France, je ne vous parle plus des Nations Unies, mais de mon pays, des études concluent que l'attitude hostile envers les homosexuels, qu'on appelle l'homophobie, est responsable d'un taux de suicide accru chez les jeunes qui en sont les victimes. Il faut donc lutter contre l'homophobie et toutes les phobies répertoriées. Homophobie, gayphobie, biphobie, biphobie c'est le plus drôle, biphobe, non mais attendez, biphobe. Il y a des gens, ils sont biphobes. Alors, je comprends, il y a des gens, ils sont homosexuels, et il y a des gens qui sont biphobes. Bon, allez, moi je suis biphobe. Vous, je sais pas. Ça me plaît, biphobe. Judith, are you biphobe? Maybe tomorrow. On va faire un club, le club des biphobes. Deux études ont été retenues pour faire cette assertion, c'est SOS Homophobie, c'est-à-dire une organisation militante homosexuelle, et le collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'ils déterminent une politique à partir de données qui sont fournies par des militants. C'est sérieux comme travail. Maintenant, existe-t-il d'autres sources fiables sur cette fameuse... Non, je ne vais pas pouvoir terminer dans 5 minutes. J'ai encore vraiment... Excusez-moi, je voudrais en dire plus. Est-ce que vous m'accordez un peu plus que les 5 minutes qui me restent? Merci. J'ai essayé de raccourcir ce matin mon exposé, mais je crois que j'ai vraiment envie de tout dire parce que Judith m'a donné envie de tout dire. Voilà. Alors... il existe une autre source, d'autres sources dont peuvent se servir des gouvernements pour parler de ce fameux taux de suicide inquiétant. Parce que, alors personnellement, si effectivement il y a une catégorie de la population qui suicide plus que les autres, j'estime normal que les autorités fassent quelque chose. Ça, je veux dire, c'est normal, c'est recevable. Alors, il y a l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, c'est l'INPS, c'est le INPES, un organisme de veille sanitaire. Donc c'est quelque chose de tout à fait officiel. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Des travaux menés à l'étranger puis en France, alors ça c'est les documents officiels du ministère, des travaux menés à l'étranger puis en France ont mis en évidence des prévalences de suicides plus importantes dans la population lesbienne, gay et bisexuelle, et ils ont identifié la discrimination comme un facteur associé à une importante souffrance psychologique qui peut se traduire par des tentatives de suicide. Mais c'est intéressant comme source, il n'y a pas de chiffres, ni absolu ni relatif, il n'y a pas de date d'enquête, il n'y a pas d'échantillonnage. Et les résultats de cette enquête sans date ni chiffre ni rien du tout, c'est que vaguement on peut dire que ça peut se traduire par des tentatives de suicide. Combien en fait? Mais c'est creux, c'est vide, c'est pas de l'information ça. Une information c'est qui, quoi, quand, combien, où et la source. C'est pas une information. Avec ces approximations non sourcées, on explique que l'homophobie tue, qui, quoi, quand, comment. Et il faut lancer, pour lutter contre, de gigantesques et coûteuses campagnes nationales en direction des étudiants, en direction des élèves et en direction des tout-petits. Il existe d'autres sources que les sources françaises. Je les ai cherchées.
Ils disent, toujours à l'INPS, les enquêtes internationales menées en population générale confirment l'existence d'un risque plus élevé de tentatives de suicide parmi les minorités sexuelles en comparaison des hétérosexuels exclusifs. Qui a dit ça? Des experts internationaux. Qui, quand, comment, où? Pas de source, pas de chiffres, pas de données, rien, c'est vide, c'est creux. Ce sont des informations, des affirmations absolument fallacieuses. Une information sans source n'est pas une information. Une information, c'est ce qui est sourcé. En information, en journalisme, comme en histoire. Et je connais les deux métiers. Donc c'est tout ce dont on dispose pour lancer des campagnes. Ce sont de brumeuses allégations non sourcées. Et si les jeunes homosexuels sont plus souvent tentés par le suicide que par les autres, admettons, comment prouve-t-on que c'est la faute des homophobes? Puisque c'est bien ça dont il s'agit. Un rapport a été remis au ministère de l'Éducation nationale en juin 2013. Le mal-être à l'adolescence, souvent ordinaire à cette période de la vie, est particulièrement accentué chez les jeunes homosexuels, gays et lesbiennes. Toujours pas de source. Il peut être la cause principale de l'échec scolaire et de comportements à risque, voire conduire au suicide. Il peut être et pourrait éventuellement. Ce mal-être provient souvent des LGBT-phobies, rejet des personnes homosexuelles ou de l'homosexualité, dont ces jeunes sont parfois victimes dans le cadre scolaire, familial ou social en général. C'est tout ce dont on dispose pour lancer ces campagnes. Le rapport le plus officiel sur le sujet convient que le mal-être des jeunes homosexuels peut être la cause principale, ce n'est donc pas sûr, de comportements à risque, dont le suicide. Et cela provient souvent, mais pas toujours, des LGBT-phobies dont ces jeunes sont parfois victimes. Pour résumer, les jeunes homosexuels sont mal dans leur peau au point que certains d'entre eux se suicident, et la raison provient, le cas échéant, occasionnellement, du rejet que leur expriment parfois leurs camarades ou leurs proches. Et bien maintenant, on va lancer des grandes campagnes contre l'homophobie, avec des armes pareilles. Il se trouve que quelques travaux sérieux ont été faits aux États-Unis notamment, dans une école de droit californienne qui s'appelle Williams Institute, qui a vraiment enquêté. Alors là, ce n'était pas de l'enquête à la Kinsey, hein, c'était de l'enquête à l'école de droit. Ils ont dit environ 3,5% des adultes se considèrent comme homo ou bisexuels. La répartition entre bi et homosexuels donne 1,8 au premier et 1,7 au second. Ce qui laisse le modeste chiffre de 96,5% de la population qui n'est pas concernée par les émois d'une sexualité hors norme. Et c'est cette majorité de 96,5% qui est visée par les campagnes de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie et au drame du suicide des jeunes homosexuels dont personne ne connaît la teneur ni le nombre. Alors, le Williams Institute, je ne l'ai pas noté là, mais je l'ai en mémoire, a également, dans le même temps, fait une enquête pour savoir combien les gens croient qu'il y a d'homosexuels dans leur environnement. Donc, le chiffre réel, c'est 3,5, et les gens croyaient que c'était au-dessus de 25%. 25%. How do you say? 25%. Voilà, 25%, c'est ça. Il est donc impératif, vous êtes d'accord avec moi, avec toutes ces données, vous comprenez qu'il est impératif de lutter contre l'homophobie dès l'école primaire. Dès l'école primaire, puisque c'est là que ça commence. Il faut désormais, et là je cite, éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire, fin de citation. Avant 10 ans donc. Qui a rédigé le rapport? Un certain Michel Techenet, grand homosexuel devant l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est lui qui s'en vante. Moi, je ne dis pas que des gens qui sont homosexuels, s'ils ne le disent pas eux-mêmes. D'abord, je n'ai pas à vous dire si je suis quoi ou qu'est-ce. Moi, je suis Marion Sigaud. Et ce que je fais au lit ne vous regarde pas. Donc, Michel Techenet a publié un rapport sous l'égide du Syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles, c'est-à-dire un syndicat d'instituteurs. Mon Dieu, les instituteurs qui m'ont enseigné, ils sont morts depuis longtemps, ceux qui m'ont appris à lire, à écrire, à compter, à connaître le français correctement, à l'écrire sans faute d'orthographe, à faire des calculs de tête. Ces malheureux instituteurs doivent se retourner dans leur tombe. Maintenant, leur travail n'est plus de nous enseigner, de nous transmettre le savoir, mais de nous former à la lutte contre l'homophobie.
Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ce syndicat d'instituteurs, à savoir M. Techenet, écrit « Les équipes d'école doivent prendre conscience de la nécessité d'agir très tôt pour combattre les stéréotypes et les comportements discriminatoires et pour que ne se fichent pas dans les esprits les convictions de hiérarchie des êtres et des sexualités. Les hiérarchies des sexualités. Il est hors de question d'apprendre à des enfants qu'il y a des homosexuels et des hétérosexuels et que les uns sont plus normaux que les autres. C'est ça la hiérarchie. Le programme, c'est l'école primaire a un rôle éminent à jouer pour éduquer et prévenir en utilisant différentes entrées dans les apprentissages. Le questionnement des stéréotypes de genre, questionnement des stéréotypes de genre. Mon petit garçon, dis-moi, toi, tu te sens garçon ou fille? Bah, t'es sûr que t'as pas... Non, vraiment, dis-moi. Questionner les enfants sur les stéréotypes de genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les relations amoureuses et les différents types de familles, notamment par le biais de la littérature jeunesse. Alors là, la littérature jeunesse, je vous signale tout de suite. Allez, prenez note. Il existe un site qui a été mis en ligne par des associations familiales que je ne connais pas, avec qui je ne suis pas directement en relation. Mais vraisemblablement, ils me connaissent et je dois les connaître quand même. Voilà. Ça s'appelle École et sexe. Allez regarder ce site magnifiquement fait. Il vous montre toutes les horreurs que l'école publie en matière de sexe en direction des enfants depuis la maternelle. Depuis la maternelle jusqu'au bac. Quand on arrive au bac, il s'agit de prostitution, sexe tarifé, etc., etc. Mais c'est une horreur. Allez voir, ce sont des dessins, c'est épouvantable, c'est traumatisant de regarder ça. Je n'aime pas demander aux gens d'aller se mettre en situation d'être traumatisés, mais là c'est la guerre. Tout le monde sur le pont. On n'a plus le droit maintenant de reculer. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. écoleetsexe.fr. Et c'est là que je voudrais vous montrer, merci Judith, voilà, je voudrais vous montrer une image de, un instant, je vous dirai quand, une image de ce que, en Suisse, parce que moi je vous parle de la France, mais la Suisse, l'Allemagne, la Belgique sont concernés par les mêmes textes, dans la même langue en l'occurrence, la Suisse, des parents suisses ont manifesté, se sont révoltés contre l'introduction de ce qu'ils appelaient une sex toys dans les écoles primaires, des intervenants extérieurs, c'est-à-dire pas des gens de l'éducation nationale, des intervenants extérieurs, on a compris qui c'était, passer d'école en école et de classe en classe pour procéder à l'éducation des enfants en la matière. Et alors, on essaie de faire charger? Non, c'est bon, c'est la lampe de déchauffer. Alors, dans une seconde, vous allez voir. C'est ça qu'on montre dans les écoles primaires en Suisse. Ce sont des peluches. Ce sont des peluches. C'est pas moi qui ai inventé un truc pareil. Alors ça a été retiré. Ça a été retiré pourquoi? Parce que les parents ont fait des manifestations. Mais si les parents n'étaient pas venus faire des manifestations, ça continuait. C'est-à-dire que c'est entré dans l'école derrière le dos des parents. Et derrière, vraisemblablement, le dos des professeurs également. Alors, je voudrais vous signaler qu'un de mes amis qui est enseignant dans une école privée sous contrat en France, c'est-à-dire une école catholique, oui, c'est bien de... Voilà, on n'a pas besoin d'avoir ça sous les yeux. Un de mes amis m'a signalé que dans son école catholique, le prêtre directeur de l'école a appris par hasard de quoi était faite l'intervention d'une éducation sexuelle obligatoire. Il a demandé à voir le cours et à assister, et on lui a dit non. Alors je ne connais pas la suite, je pense qu'une bagarre a eu lieu, mais l'idée est que non seulement les parents ne savent pas ce qu'il y a dans les cours, mais les professeurs ne sont pas conviés à y assister. Et là, c'est vraiment le comble. Voilà, alors.
Ça va toucher à sa fin. J'espère que... Voilà. Alors, le rapport qui valide la théorie du genre... Alors, Madame Vallaud-Belkacem, la ministre, elle a dit la théorie du genre n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Alors, c'était un jeu de mots, parce qu'il y a les études de genre. La théorie n'existe pas, mais les études existent. En fait, la théorie du genre, elle est validée depuis l'Institut Kinsey, puisque l'Institut Kinsey, c'est l'Institut de recherche sur le sexe et le genre. Voilà. Bon, donc la théorie du genre, elle existe bien. L'idée selon laquelle on n'est pas soit mâle, soit femelle, mais on peut être les deux et puis on peut passer de l'un à l'autre, tout ça, c'est absolument référencé absolument partout. Et Michel Techenet, donc dans son rapport en direction des instituteurs, il dit « Les études de genre nous enseignent que l'hétérosexualité, écoutez bien, parce que ça vaut de l'or, loin de découler du sexe biologique ou de l'identité sexuée, n'est pas la forme naturelle de la sexualité, mais sa forme dominante, dans le sens où le système social la produit, la légitime et stigmatise et infériorise socialement celles et ceux qui s'en écartent. C'est-à-dire que l'hétérosexualité stigmatise l'homosexualité, vous êtes d'accord? Ne stigmatise, mais attendez, stigmatiser, ça veut dire quoi? Mais ils sont fous. Et puis stigmatiser, c'est pas bien. Donc, ça stigmatise, stigmatiser, c'est mal, donc on va arrêter de stigmatiser. L'objectif, dit-il, est de faire approcher par tous les élèves la légitimité et la réalité des relations homosexuelles, quelles que soient les idées reçues de chacun. Et bien voilà, ça s'appelle bien la promotion de l'homosexualité à partir de l'école primaire. Voilà à quoi va servir l'école et à quoi vont servir désormais les instituteurs. Dans le site École et sexe, toutes les perversions sont expliquées en dessin et en couleur aux élèves de la maternelle à la terminale. Maintenant, écoutez bien, pour lutter contre un taux de suicide imaginaire, vous avez bien compris que le taux de suicide est imaginaire, ou alors moi je veux bien remettre en question mon assertion selon laquelle c'est imaginaire, mais je veux des chiffres, des dates, des sources. Ça, alors là, si quelqu'un veut m'en trouver, je veux bien revoir ma copie. En attendant, pour lutter contre ce taux de suicide imaginaire, on a tout renversé. C'est la norme qui est devenue perverse. Écoutez ce que dit une certaine Laura Beltran, sexologue. Ah ben si elle est sexologue, elle a été à l'école Kinsey, sinon elle n'est pas sexologue. Elle écrit « Les rôles de sexe caractérisés par une forte hétéronormativité participent de la construction des adolescentes et des adolescents. » Ces gens ne peuvent pas prendre simplement le masculin et inclure le féminin dedans. Il faut toujours qu'ils racontent féminin et masculin. Excuse me, sir, you cannot understand. I will explain to you afterwards. Alors, participent à la construction des adolescentes et des adolescents qui vont chercher à s'affirmer en tant que filles et garçons selon une norme sociale bien établie. Ainsi, les homosexuels ou des homosexuels, avec un E ou sans E, vont être considérés considérés comme des individus en marge et seront donc victimes de discrimination. C'est-à-dire que les homos sont victimes de l'hétéronormativité. Une sexologue découvre que les rôles de sexe sont hétéronormés. Eh ben bravo, j'espère qu'elle a fait des longues études. Beautiful, hein? Encore, ok. Le 31 octobre, le 1er 2012, le Premier ministre socialiste a écrit « En France, d'après les dernières enquêtes réalisées, un homosexuel sur 4 a été agressé physiquement. » C'est faux. 1 sur 2 a déjà été agressé verbalement. Source. Les jeunes sont trop souvent victimes de harcèlement en raison de leur orientation sexuelle. Où, quand, comment? Les jeunes sont les plus vulnérables face aux violences homophobes qui sont la cause première du suicide chez les adolescents. Le ministre reprend des données fausses et mensongères. Le Premier ministre et tous les ministres doivent lutter contre l'homophobie, crime condamné par la loi. Pourquoi est-ce que la loi condamne l'homophobie et depuis quand? Depuis la loi Nouchet en 2004. Sébastien Nouchet est un homosexuel qui a été brûlé vif en 2004 uniquement parce qu'il était homosexuel. On a fait une loi spéciale pour lutter contre l'homophobie à cause de l'attentat odieux dont a été victime Sébastien Nouchet, qui, une fois que la loi est passée, il s'est avéré que non seulement l'agression n'avait pas été homophobe, mais qu'il n'y avait pas eu d'agression non plus, il s'était brûlé tout seul en ne faisant pas exprès. Ça veut dire qu'on a fait une loi contre l'homophobie à partir d'un fait divers mensonger, monté en épingle par les lobbies. Et moi, je ne veux pas ni qu'on brûle les homosexuels, ni qu'on brûle les pas homosexuels, moi je veux qu'on brûle personne. D'accord? J'espère que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et je n'ai rien personnellement contre les gens qui sont homosexuels. Pourquoi voudriez-vous leur en vouloir? De quoi? C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle.
Voilà. Maintenant, je voudrais rappeler, et là, je vais essayer de faire en 1 minute. En France, l'article 222-32 du Code pénal dit que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Qu'attend-on pour le faire appliquer? L'article 227-22 du même Code pénal punit de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur. Que n'applique-t-on? Ces lois. Il y a corruption de mineurs lorsqu'un individu s'efforce de profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de sa victime pour l'initier à un vice et s'efforcer de l'en rendre esclave. Que n'applique-t-on? Ces lois. Cette incrimination reprend celle de l'article tant et tant de l'ancien Code pénal qui punissait également de prison et d'amende quiconque aura habituellement attenté aux mœurs excitant à la débauche ou favorisant la corruption de mineurs de 18 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. La loi existe et personne ne l'a fait appliquer. Le Code pénal existe, on n'a pas le droit de corrompre des mineurs. Allez-y, sortez vos articles de loi, sortez vos avocats, attaquez. Mais personne ne le fera si vous ne le faites pas. Ce n'est pas moi qui peux le faire. Moi, je n'ai pas d'enfant. D'une part, je n'ai pas d'enfant, et en aurais-je, il serait déjà hors du circuit scolaire. Maintenant, c'est aux parents de réagir. Mais alors, debout, réveillez-vous. La pornographie a tout envahi. Les enseignants sont déboussolés. Déboussolés. Je veux bien croire que les enseignants sont complices, mais pas forcément coupables. Ils sont déboussolés. Aidez-les, allez voir avec eux. Le sexe est devenu une activité de loisir. On a maintenant un sexe pour jouer avec. Non! On n'a pas un sexe pour jouer avec. Le sexe doit, et là je termine toutes mes conférences sur le sujet de la même manière, le sexe doit impérativement quitter la sphère publique et revenir au domaine qu'il n'aurait jamais dû quitter, celui du couple, celui de l'intimité et celui du sacré. Je vous remercie.